Luc, Allô? bienvenue sur le podcast. J'avais énormément de demandes pour toi. Je suis honoré, merci mille fois de m'avoir dans cette prestigieuse collection, dans cette prestigieuse Man Cave, devrais-je dire, l'ultimate Man Cave. Luc, tout le monde te voit comme, ben, je dis tout le monde, moi et tout le monde que je connais, je pense qu'on te voit beaucoup comme cette icône de l'immobilier au Québec, mais après avoir fait mes recherches, j'en ai beaucoup appris. Puis tu n'as pas commencé dans l'immobilier, tu n'as pas nécessairement eu une enfance qui pointait dans cette direction-là, une enfance facile non plus au niveau monétaire, tu n'es pas quelqu'un qui est né dans la richesse, et c'est facile de regarder aujourd'hui de s'imaginer que tu es né là-dedans. J'aimerais qu'on fasse la lumière là-dessus sur le fait que tu es un peu une fleur qui a poussé dans l'asphalte niveau financier. Je trouve ça extraordinaire. Moi, j'en ai appris énormément sur ton histoire. Parle-moi un peu de ton enfance, puis de où c'est parti rouler en Porsche à 16 ans. Il va falloir que tu nous expliques ce qui s'est passé. Oui, bon. J'ai vécu avec ma mère qui était monoparentale sur l'aide sociale. Donc, on habitait dans les HLM, les loyers à prix modique subventionnés par le gouvernement. Donc, j'ai appris à prendre le linge de mon grand frère, à le mettre moi, après ça, le donner à mon petit frère. On était 3 garçons. Donc, on n'avait pas d'argent non plus pour faire des activités. Les fins de mois, on mangeait souvent, on allait chercher la nourriture dans les sols d'église, par exemple. Donc, c'est comme ça ma jeunesse. Bien évidemment, quand on est défavorisé, souvent, on se fait intimider. Là, on est mal habillé, on est mal arrangé, on ne fait pas partie de la gang. Fait que quand le secondaire commence, là, on a beaucoup de... On veut appartenir aux autres. Dans la pyramide de Maslow, là, tu as l'appartenance aux autres. Moi, c'était difficile d'être accepté par les autres gens de l'école. J'avais un petit look nerd également. Donc, je portais des lunettes. Le gouvernement payait les lunettes, mais pas de amincisseur. Puis j'avais des c'était pas des Ray-Ban. Puis des énormes fonds de bouteille. Là, ça dépassait de ma monture. Là, le verre dépassait de partout, là, tellement que c'était épais. Donc, non, j'ai pas eu facile. La raison pourquoi que j'ai commencé à faire des affaires, moi, j'ai commencé à 14 ans à vendre des cartes de hockey. Puis la seule et unique raison, là, c'était que mon rêve, c'était pas un grand rêve, là, c'était de jouer au hockey dans une ligne municipale. Là, tu sais. C'était pas grand-chose. Puis à l'époque, ma mère n'avait pas l'argent pour m'inscrire. Ça coûtait 200 quelques dollars l'inscription, puis l'équipement probablement à 400-500 avec les patins et tout ça. Puis elle n'avait pas l'argent. Si elle aurait payé pour moi, mais elle n'aurait pas eu pour les 2 autres. Puis ma mère était une femme juste, donc elle voulait donner à chacun la même chose. Donc, j'ai décidé de commencer à vendre mes cartes de hockey que j'avais ramassées au fil des Noëls, de ma fête, de mes fêtes. Que je demandais ça comme cadeau, par exemple, à recevoir. Puis, j'ai monté une petite collection de rien. Puis là, j'ai décidé de les vendre pour aller chercher des sous juste pour jouer au hockey comme tout le monde peut être normalement, là, jouer au hockey. Dans une ligne municipale, tout simplement. Puis, parce que je jouais dans la rue, puis beaucoup après l'école, j'étais toujours dans la rue avec une balle orange, là, puis tout ça. Puis, mon rêve, c'était juste d'être comme tout le monde puis jouer au hockey. Puis finalement, j'ai parti ça a super bien été. En fait, je me suis rapidement démarqué des autres vendeurs de cartes de sport, tout simplement parce que j'ai catché rapidement un principe d'affaires qui est la différence des marchés. C'est que j'ai compris que les Québécois, ils veulent des vedettes québécoises, ils veulent des cartes de hockey québécoises. À l'époque des Patrick Roy, c'était ça que les gens voulaient. Mais à l'extérieur du Québec, c'était pas des Patrick Roy que les gens voulaient, là, c'était des vedettes anglophones. Fait que moi, j'échangeais, change pour change, des Patrick Roy contre des Wayne Gretzky. Wayne Gretzky valait 500 $ sur le marché, Patrick Roy valait 18-20 $. Puis j'en ai fait des tonnes et des tonnes d'échanges. Aujourd'hui, j'aurais peut-être dû les garder, les Wayne Gretzky, parce que ça vaut il y en a qui valent 1 million et plus. Là. Mais à l'époque, c'est ça, c'était 500. Fait que je faisais des échanges comme ça, puis il y a des jours que je faisais 2-3 000 de profit par jour. Là, ça n'a pas de bon sens. À 14 ans, là, c'est beaucoup. Là, c'est peut-être 5-6 000 aujourd'hui. Là, en valeur d'aujourd'hui. 14 ans? Oui. C'est pour ça que
j'ai monté vite en valeur, puis j'ai acheté mon rêve, mon deuxième rêve que je pensais impossible. C'était, j'ai écouté un film qui s'appelle 260 chronos. Là. Je ne sais pas le titre en anglais, mais il volait des voitures Porsche à l'époque, là, des 911 là, qui volaient. Puis j'ai regardé ça, puis je tripais. J'ai dit, un jour, je vais m'acheter une Porsche. Puis, dans ma tête à moi, là, on voit des Ferrari. Là, je suis un amateur de Ferrari, mais dans ma tête, j'ai jamais pensé qu'un jour, je serais capable d'acheter une Ferrari. Là. Porsche, quand j'ai commencé à faire un peu de sous, j'ai dit, bah, c'est peut-être possible. Puis, effectivement, à 16 ans, je n'avais même pas encore mon permis. Parce qu'à l'époque, on pouvait prendre des cours de conduite à 15 ans et demi. Là. Aujourd'hui, il faut attendre le 16 ans pile. Et c'est plus compliqué, c'est plus long aujourd'hui. Mais à l'époque, tu commençais avant, tu avais le droit de prendre tes cours même de pratique avec un prof avant 16 ans. Fait que vers 15 ans et demi, 15 ans, 3/4, j'avais ma Porsche stationnée dans le driveway de ma mère, puis j'avais même pas le droit de la conduire encore. C'est hallucinant. Luc, Ouais. c'est ce qui est venu me chercher, moi, le plus dans ton histoire, c'est que j'ai eu un peu le même problème quand j'étais petit, bien que je pense qu'à l'école, je m'accoutumais super bien avec les autres. Mon seul rêve à ce moment-là, c'était de jouer au hockey, puis je faisais comme toi, je jouais dans la ruelle à tous les soirs. Fait que en faisant mes recherches sur toi, c'est ce qui est venu me chercher le plus. Puis je trouve ça extraordinaire de voir où tu en es aujourd'hui. T'avais-tu acheté l'équipe municipale aussi en plus de ta Porsche? Non. Mais t'es passé du nerd avec des grosses lunettes qui se fait écœurer à je débarque à l'école secondaire en Porsche 911? Oui, puis j'étais pas nécessairement plus beau, mais je pognais en tabarouette. C'était plus attirant, là, par exemple. Plus ouais. attirant, ça. J'avais pas de problème avec les femmes, même si j'avais une petite moustache LED puis que j'ai encore mes lunettes, là, ça fonctionnait mieux, mettons. C'est incroyable. Puis ton, ton parcours vers l'immobilier, c'est pas quelque chose avec quoi tu as commencé. Tu as eu des magasins d'informatique. Tu as eu un restaurant. Ouais. Tu es tombé dans l'immobilier par hasard à cause de ton magasin d'informatique. Parle-nous de ça, ces débuts-là, parce que... Oui, en fait, l'histoire, c'est que ma mère m'avait dit que, puis je comprenais que l'école, c'était important. Là. Donc, j'ai été au cégep comme général pour aller à l'université. L'université, j'ai été à l'Université d'Ottawa en entrepreneurship. Puis, entre ma première et ma deuxième année d'université, j'ai parti un magasin d'informatique qui s'appelait Service Info. Puis, ça a tellement été la folie. J'ai parti ça l'été. Ça a tellement parti fort que je n'ai pas retourné à l'université. Par contre, dans ma première année, j'avais un cours de droit commercial. Okay? Et j'ai compris rapidement dans un de mes cours de droit commercial que un propriétaire qui achète un immeuble, en fait, quand tu as un nouveau propriétaire qui achète un immeuble et que tu es locataire, si ton bail n'est pas enregistré au registre foncier, tu peux te faire mettre à la porte, même si tu as un bail. Okay? Ce qui est contrairement différent du locatif résidentiel. Okay? Un propriétaire qui achète un bloc de 8 logements ne peut pas mettre personne à la porte. C'est comme ça que les lois sont faites. Mais dans le commercial, c'est différent. Et moi, le propriétaire qui avait l'édifice, c'était pas un bon temps à l'époque pour le commercial, a fait faillite. Puis la banque m'avait appelé et disait, regarde, on appelle les locataires avant de mettre l'édifice sur le marché, à savoir si un des locataires voudrait l'acheter plutôt qu'on le mette en vente. Puis moi, quand ils m'ont appelé, je dis je ne suis pas là-dedans, ça ne m'intéresse pas du tout. Là. Je ne connais pas ça, puis je passe mon tour. Par contre, quand il a commencé à avoir des visites pour l'édifice, pour acheter l'édifice, c'est là que j'ai eu peur. Écoute, j'ai pas peur dans la vie de grand-chose. Là. Ceux qui me connaissent, ils disent que c'est fou comment j'ai peur de rien. Sauf que là, j'ai eu peur. J'ai eu peur de perdre comment je pourrais dire, mon gagne-pain parce que, écoute, je faisais de l'argent. J'avais 18 ans, je faisais pas loin d'1 million de profits par année. Mais oui, on ne savait pas de bon sens. C'était quoi ce magasin-là? Tu flippais des ordi, des disques durs, des câbles? C'était un détail informatique, un magasin de détail informatique. Donc, on vendait de tout, là, tu sais, exactement ce que tu viens de dire. Donc, des disquettes, des Walkman, des écrans, des ordinateurs complets. Donc, c'était des clones qu'on appelle. Donc, on les fabriquait, on achetait les pièces, on les fabriquait en arrière, puis on les vendait. Puis, j'ai parti en 98, puis en 2000, on était le plus gros indépendant au Québec. C'était tout petit, là, notre magasin faisait
900 pieds carrés, 880 pieds carrés, je me souviens bien. On était 21 employés là-dedans. Là, Tabarouette dans 900 pieds carrés. On avait un taux de roulement d'inventaire là, de 82 fois par année. Donc, je commandais le lundi, le mardi, ça arrivait, le mercredi, j'avais plus rien. Ça n'a aucun bon sens. Ah, c'était fou raide. Fait que, mais écoute, à cause de ça, la bonne gestion, parce que c'était beaucoup de gestion, mais écoute, je faisais de l'argent comme de l'eau. Là, parce que l'informatique, qu'est-ce qui était traite? C'était de garder du stock longtemps. Parce que il y en a plein de magasins qui ont fait faillite là, dans mes années à moi, que moi, je faisais de l'argent comme de l'eau. Les autres, c'était pas tout comme ça. Le problème, c'était l'informatique changeait tellement rapidement que si tu achetais, mettons, un motherboard, donc une carte maîtresse de 486, ben, il sortait le 586 3 mois après. Ta 486, ça ne valait plus rien. Les disques durs, les mémoires, c'est la même chose. Les microprocesseurs, tout est. Fait que fallait pas que tu gardes l'inventaire longtemps. C'était ça la clé du succès là, à l'époque. Là. Puis, tu sais, moi, je l'ai compris rapidement. Il faut rouler l'inventaire. Tu fais moins d'argent, mais tu roules, puis tu n'encaisses pas les coûts quand il y a des nouveaux trucs qui arrivent sur le marché, puis tu es pris avec les anciens, tu es obligé de vendre à perte. Là. Ça te faisait-tu peur, ça, de prendre du capital dans l'entreprise, puis au lieu de l'allouer à ton inventaire, d'acheter une bâtisse? Oui, ben, c'est sûr, parce que la raison pourquoi j'ai dit non, c'est que moi, j'ouvrais des magasins à l'époque. Là. Fait que là, j'avais mon magasin, mais j'en ouvrais d'autres. Puis je gardais tout mon argent pour l'inventaire, en fait, pour augmenter mon inventaire puis ouvrir d'autres commerces d'informatique. Puis le problème, c'est qu'en mettant cet argent-là dans l'immeuble, ben, je ne le mettais pas dans mon inventaire. Fait qu'au début, oui, j'ai eu peur de ça, mais rapidement, comme quelques mois plus tard, quand j'ai acheté l'immeuble, ben, je me suis rendu compte que c'était un petit duplex, c'était pas un gros immeuble. Là, fait que je me suis rendu compte que le locataire d'en haut, qui était une compagnie d'assurance Allstate, ben, son loyer payait l'entièreté des frais. Donc, autant les assurances que le déneigement, que le prêt hypothécaire, le paiement mensuel et tout était payé par le locataire d'en haut. Si bien que mon local, moi, il ne me coûtait plus rien. C'était comme gratuit. Fait que c'est là vraiment que j'ai commencé à aimer l'immobilier. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vu le pouvoir de l'immobilier. Puis qu'est-ce que tu as fait à partir de là? Tu as continué en informatique, tu as continué en immobilier. Je sais que tu as eu un restaurant à travers de ça. J'étais comme. J'étais perdu. Oui, c'est un peu plus tard le restaurant. Mais oui, j'ai rappelé la banque. Je disais, avez-vous d'autres immeubles à vendre? Le même propriétaire avait fait faillite sur tout l'ensemble de ses immeubles, puis il y avait un immeuble juste à côté. J'ai acheté l'immeuble d'à côté également, puis ainsi de suite. Fait que j'en ai acheté un paquet d'immeubles. À 24 ans, j'avais 300 portes de logement plus 3 strips commerciaux. Ouais. Tabarouette. Ouais, j'ai monté vite dans l'immobilier. Puis à un moment donné, à 24 ans et demi à peu près, j'ai tout vendu parce que j'étais tanné de la régie du logement et tout. Puis tu sais, j'ai travaillé... C'était quoi le problème? Rapidement, c'était sans... tu passes à la régie, mettons, la personne... Tu sais, au Québec, là, les locataires sont beaucoup trop protégés. Là, dans le résidentiel, pas dans le commercial. Oui, dans le commercial, c'est une autre affaire, mais dans le résidentiel, c'est capoté. Puis, mettons, il arrive au mois de juillet, il te paye un mois, après ça, il ne te paye plus à août, septembre, octobre, tout ça. Là, tu t'en vas à la régie. Tu as une date de régie, mettons, en janvier, février, quelque chose du genre, parce que ça prend 6-7 mois, c'est pas instantané. Là. Fait que là, tu as une date de régie, mais à l'époque, tu avais ton jugement, mettons, en février, j'avais un jugement. Mais là, il disait qu'il faut t'attendre au mois d'avril-mai pour l'évincer, parce qu'il ne voulait pas, à l'époque, évincer les locataires pendant l'hiver. Fait que là, tu avais encore un 2, 3, 4 mois de pas de loyer. Là, quand il partait, il démolissait tout l'appartement. Il fallait tout que tu le refasses. Fait que, tu sais, on n'est pas protégés, nous, au Québec, là-dessus. Fait que c'est pour ça que j'en veux plus de logement. Là, de logement résidentiel, là, c'est terminé à partir de là pour moi. Fait que j'ai décidé de tout vendre mes édifices. J'ai pris 4 ans et demi sabbatique. Puis la raison, c'est que, imaginez, de 14 ans jusqu'à 24 ans et demi, là, moi, je travaillais au moins 100 heures par semaine. C'est malade. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je dors 5 heures puis je suis correct. Je n'ai pas besoin de dormir beaucoup parce que j'ai eu, malheureusement, je me suis habitué à ça à cause de ces années-là. Puis aujourd'hui, ben, mon corps est habitué de ça et tout. Mais tu as l'air en forme. Moi, je dors 5 heures pendant 2 jours, non, puis ça paraît, là. Moi, ça paraît pas, là. Quand je me lève à 5h45, 6h, gros max, puis je me couche tout le temps tard. Là. C'est une mauvaise habitude, parce que quand j'étais jeune, ça a donné une idée de mon horaire à 14 ans. C'est que je travaillais 5 jours par semaine. Donc, du lundi au vendredi, je travaillais également dans un dépanneur. Je
finissais l'école à 3h moins quart, je commençais au dépanneur à 3h15, puis jusqu'à 11h, le temps de finir la caisse, puis de compter l'argent et tout ça. Fait que j'arrivais chez nous vers 11h30, j'avais pas soupé. Fait que là, je soupais. Fait que tu soupes, tu prends ta douche, mais veux pas, des fois, j'avais pas beaucoup de devoirs dans ce temps-là. Là. Fait, des fois, tu as un peu de devoirs, mais sinon, ben, tu as l'adrénaline et tout ça. Là, fait que tu viens de manger, tu vas pas te coucher tout de suite. Fait que tu me couchais vers 1h30, puis l'école commençait, je me souviens plus, peut-être à 7h45, je me souviens plus trop. Mais je me levais à 6h, 6h15, j'étais debout. Là. Fait que j'ai pogné cette habitude-là à cause de ça. Puis samedi, dimanche, ben, je faisais mes expositions de cartes de hockey. Fait que je travaillais tout le temps. Donc, je travaillais tout le temps. Puis j'ai fait ça de 14 ans à 24 ans. Souvent, les gens me disent, ben, qu'est-ce que tu regrettes dans ta vie? Ben, c'est une des choses que je regrette parce que tous mes amis, ils ne veulent pas tes pères, t'es entretiens pas et tout ça. Fait que tes pères, par contre, c'est qu'est-ce qui me permet d'aujourd'hui d'avoir 4 mois de vacances par année depuis des années. Je prends au moins 4 mois de vacances. Ben, c'est grâce à comment je pourrais dire, que je me suis privé dans ces années-là qu'aujourd'hui, j'en profite. Il y en a plein d'amis que je connaissais dans ces années-là qui faisaient le party, puis aujourd'hui, ça travaille encore, puis ils ont 3 semaines de vacances, puis ils n'arrivent pas. La femme, il faut que leur blonde ou leur conjoint, il faut qu'ils travaillent autant parce qu'ils n'arrivent pas. T'sais. Fait que, à un moment donné, moi, je dis souvent aux jeunes de commencer le plus tôt possible. C'est quand on est jeune, qu'on n'a pas de responsabilité, c'est là qu'il faut travailler le plus, d'après moi. Puis, il y a un principe d'affaires. En fait, il y a 2 principes d'affaires qu'il faut que tout le monde comprenne. Tu as tout le temps l'offre et la demande qui dictent le prix. Mais l'autre principe d'affaires, c'est l'intérêt composé. C'est quand tu commences jeune, là, qu'est-ce que tu fais comme investissement, tout ça? Bien, ça monte avec le temps, là, avec les années et tout ça. Puis je dis souvent, comme mon fils, il a commencé à acheter des triplex, là, il y a 4 triplex. Mais tu sais, je dis tout le temps, si tu fais 10 de rendement, tu es supposé doubler ton argent aux 7 ans. Fait que si on parle en nombre de portes, par exemple, ben, là, il y a comme 7 x 4, 28. Fait que, non, il y a des triplex 7 x 3, 21. Je suppose qu'il a commencé aussi jeune que toi, là. Lui, il a commencé à 16 ans. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, fait que, en fait, il y a 12 portes. Il y a 12 portes, parce que je me trompe, parce qu'il est en train d'en acheter d'autres. Fait que, il y a 12 portes, mais tu sais, si on dit qu'aux 7 ans, ça double, là. Fait que là, il est rendu à 18. Fait que, si on dit à chaque 7 ans, ça double, ben, écoute, à ne pas faire grand-chose, là, il va se retrouver, mettons, à 60 ans, il va peut-être avoir 400-500 portes, là, facile. Là, puis c'est juste de faire un rendement d'à peu près 10 là, puis dans l'immobilier, on l'a vu là, dans les dernières années, c'est au moins 10 normalement, là, ou à peu près qu'on fait là, par année. Là. Je trouve ça incroyable, ta notion de sacrifice à cet âge-là. C'est complètement incroyable. Il y a du monde de ma génération qui, même à 30 ans, ne sont même pas capables de frôler ce que toi, tu as fait en termes de sacrifice à 14 ans. Oui, mais c'est ça. Mais il faut le faire le plus tôt possible. Puis quand on part des business jeunes, si ça ne fonctionne pas, c'est pas la fin du monde parce qu'on n'a pas une femme et des enfants à faire vivre, par exemple, ou on n'a pas une maison à payer ou ces choses-là. Fait que c'est à ce moment-là qu'il faut risquer, qu'il faut s'essayer. Puis il n'y a pas. C'est pas tout le temps parfait, là, les affaires puis tout ça, mais au moins quand tu es jeune, tu as le temps de te reprendre. T'sais. 2 choses que j'ai trouvées incroyables dans ton parcours, Luc. La première, c'est que tu as réussi dans différentes sphères entrepreneuriales. On parlait des magasins au détail dans l'informatique. Tu as clairement réussi en immobilier. Je ne pense pas qu'on a tant besoin d'en parler que ça. Tu as eu un restaurant à travers ça. Donc, tu reviens de ta sabbatique de 4 ans, tu voyages, tu fais le tour du monde probablement. En fait, j'ai construit aussi ma maison, une grosse maison que j'ai appris à construire. Parce que moi, je suis aucunement manuel. Là. J'étais un petit nerd là, à l'école. Puis j'ai appris à ce moment-là. Puis le restaurant est venu en 2006, le restaurant. Fait que j'ai vendu en 2000. Ouais, c'est dans ce temps-là, c'est exactement. Fait que je suis parti à un restaurant. Pourquoi? Parce que pas parce que j'aime la restauration, là, tu sais. Souvent, les gens qui... Pas parce que t'aimes la restauration, mais tu l'as parti pourquoi? Ben, en fait, c'est ça, je m'en allais dire, c'est que souvent, ceux qui réussissent, puis j'en connais plein d'amis là, qui ont fait un peu la même chose, souvent, on veut avoir notre propre restaurant ou notre terrain de golf, ou tu sais, nos trucs qu'on va recevoir les gens. Puis c'est un peu ça que... En fait, moi, quand j'ai acheté le restaurant, c'était un deal
d'abord et avant tout immobilier. C'est que je payais un emplacement incroyable avec un permis d'alcool énorme parce que dans la restauration, tu fais ton argent, c'est l'alcool, là. Fait que, avec un permis d'alcool énorme pour la place. 300 quelques places assises pour Quand un même. restaurant, c'est gros. Bon, il était situé sur Saint-Charles à Longueuil, avec du stationnement à l'arrière, ce qui est rare pour la rue, là. Il n'y a pas de stationnement nulle part sur cette rue-là. Donc, je faisais un deal immobilier d'abord et avant tout. Fait que c'était un ancien restaurant que ça faisait 30 ans qu'il était là, puis que personne n'allait parce que c'était vieillot et tout ça. Mais l'emplacement était incroyable. Fait que moi, je suis dans l'immobilier, puis je sais qu'il y a 3 choses dans l'immobilier. Le plus important, il y a 3 choses, c'est le site et le site. Là, c'est les 3 choses les plus Il y a une importantes. chose importante, c'est l'emplacement. L'emplacement. Fait que je ne pouvais pas me tromper avec l'emplacement. Je ne payais pas cher du tout, du tout. Fait que je me suis dit, bon, je vais partir à un restaurant, je vais essayer, puis on verra, tu sais, au pire aller, ça va se revendre pour faire n'importe quoi d'autre, là. D'ailleurs, j'ai eu plein d'offres de rachat pour des cliniques dentaires ou du bureau, toutes sortes de trucs, à cause de l'emplacement. Donc, finalement, j'ai approché un opérateur qui était déjà sur la rue. J'ai dit, veux-tu venir avec moi? Moi, je n'étais pas opérateur, puis ça ne m'intéressait pas du tout. Puis, finalement, on l'a fait ensemble. On était 50-50, puis on a parti ça. Puis, je me souviens très bien, j'ai été voir la banque, puis, parce qu'on voulait faire financer l'équipement de restaurant. Tout le monde finance ça. On appelle ça des crédits bail. Fait que, mettons, tu achètes tes faux, tout ça, mais ça a l'air de rien, là, mais c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Ouais. Puis là, je demande à la banque de me financer ça sur un crédit bail sur 5 ans. C'est tout le temps à peu près ça, 5-6 ans. Puis la banque a dit, ben, fais-moi un plan d'affaires. Moi, je n'avais jamais fait ça, un plan d'affaires. Je n'en avais pas eu besoin dans ma vie. Fait que je fais un plan d'affaires, puis je mets 1,8 million de ventes la première année, 2,1 la deuxième, puis 2,5 la troisième. Fait que je dépose ça. Puis là, ça sonne assez gros pour de la restauration, là. Ben, c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils disent, écoute, à l'époque, là, ils m'ont dit, écoute, il n'y a aucun restaurant à Longueuil qui fait ces chiffres-là. Là, c'est impossible, tu ne peux pas faire ça. Là, c'est impossible. Puis j'ai dit, ben moi, je pense que oui. Là, je regarde le nombre de places. Puis, j'avais déjà mon idée un peu de marketing. Puis, je me disais, on ne peut pas faire en bas de ça. Là, jamais je croirais. Puis, finalement, ils me l'ont passé pareil parce qu'ils avaient confiance en moi. Là, mais, la première année, on a fait 5,8 millions avec. De vente? Oui. Pour un restaurant, c'est énorme. Là. Ouais, tu faisais combien de settings dans une soirée? Ça comme je l'ai dit, on avait comme 300 places assises, puis on faisait toujours 2 settings, puis ça se transformait le jeudi, vendredi, mais surtout le jeudi, là, c'était un supper club. OK, fait que c'est là que tu te reprenais le soir. C'est là que je faisais mon argent. En fait, c'était avec l'alcool. On faisait 1 million de profit à peu près par année, mais un restaurant qui fait 1 million de profit, là, au Québec, il doit en avoir 20. Là, c'est du stock. Fait que, on faisait beaucoup, beaucoup d'argent, ouais. Mais c'est un restaurant, un supper club, c'est comme un bar, ça dure 2-3 ans. Après ça, il est arrivé le 10-30, puis tout a transféré au 10-30. On n'était plus in, là, parce que ce genre de restaurant-là, ça dure un temps, puis ça ne dure pas longtemps. Fait que quand tu le sais, nous, on le savait que ça aurait duré quelques années, gros max. Là, puis effectivement, là, après ça, les gens se sont déplacés ailleurs. Puis c'est rare les restaurants que ça fait 15 ans qu'ils roulent tout le temps. Là. Des institutions, il y en a très, très peu. Là. Très, très peu, effectivement. À Québec, il y en a quelques-uns avec les cochons dingues, les Cosmos, ça roule beaucoup, mais à Montréal, je trouve que c'est plus difficile, surtout dans les super clubs, parce qu'à la seconde où tu perds les belles femmes, beaux hommes du quartier qui sont partis, ben là... C'est ça, il y a un peu Buonanotte, mais à part ça, il n'y en a pas bien. Fait que là, tu as réussi, évidemment, très, très généreusement, et ça, dans l'immobilier, dans les terrains. Et qu'est-ce qui m'a impressionné dans ton histoire, dans les recherches que j'ai faites, c'est que tu n'as jamais eu peur d'y aller pour le coup de circuit, puis tu n'as jamais eu peur de te mettre au bat, et tu n'as jamais eu peur des confrontations non plus. Parlons-en avec l'île Charon, parce que je pense que là-dedans, il y a... Écoute, moi, ça m'a beaucoup inspiré de voir à quel point tu étais capable de tenir tête au gouvernement, de te garder la tête en dehors de l'eau dans cette histoire-là. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé et surtout comment tu as fait pour rester sain d'esprit dans cette période-là. Ça a été challengeant, mais tellement gratifiant quand j'ai réussi à la fin parce que l'histoire, c'est que j'achète le terrain de l'île Charon. Bon,
l'histoire, c'est que je me promène sur l'île Charon en vélo. Je trouve la place belle. Je me dis, bon, j'aimerais ça vivre ici. Je m'en vais voir la ville. J'essaie de voir s'il y a un propriétaire privé. Finalement, c'est Assurance Vie Desjardins. Je négocie avec eux. Je leur demande, êtes-vous à vendre? Ils me disent, oui, justement, on voulait vendre. Ils demandent 30 quelques millions. Je fais une offre à 3 millions. Ça finit à 6. Déjà j'étais content, mais j'avais tout mis mon 3 millions, 3,2, je pense que j'avais mis. C'était tout ce que j'avais à l'époque. Une fois, tu sais, quand j'ai vendu tous mes blocs et tout ça, là, puis j'ai construit ma grosse maison, il me restait 3,2 millions. Tu avais vendu le resto à ce moment-là? J'avais pas le resto. J'avais-tu le resto? Un peu. 2000, ouais, c'était en même temps. OK. C'était en même temps. Toutes tes billes. 2006-2007, c'était en même temps. Fait que là, il fallait que... Bon, j'avais pas tout l'argent, mais l'Assurance Vie Desjardins, je leur dis, je vais vous donner 3 millions de comptant, puis je vais prendre une balance de vente d'un an sur le 3 millions qui reste. Je vais payer 6 millions. Fait que ça fonctionne. Là, c'est une grosse vente à l'époque. Aujourd'hui, des 6 millions, c'est rien, mais à l'époque, c'était quand même gros. Fait que les journalistes ont vu la nouvelle parce qu'ils scrutent les registres fonciers, donc les transactions. Puis des fois, ils en parlent, des grosses transactions. Fait qu'ils ont sorti la nouvelle comme quoi que j'avais acheté une partie de l'île Charon, qui est un parc national. Il faut bien comprendre que, mettons, c'est 8 km² le parc national. Moi, j'ai une petite partie de ça qui est au début de l'île, puis qui était privée. Tout le reste, c'est parc national, donc public qui appartient au gouvernement. Donc, les journalistes se sont mis là-dessus. Là, il y a des groupes environnementalistes qui ont commencé à dire qu'il faut protéger le parc de l'île Charon, mais moi, j'étais vraiment au début. Là, ça représentait à peu près 1% de la superficie de tout ça. C'était vraiment négligeable. Tu savais que tu étais dans tes droits au moment de l'achat, tu étais en connaissance de cause. J'ai même demandé, avant d'acheter, ça c'est le pire, là, la pire de l'histoire, c'est ça. J'ai demandé au gouvernement québécois si c'était correct. Ils m'ont dit oui, développe-le, on va t'aider, c'est une belle place pour développer. Même chose pour la ville de Longueuil, même chose pour la ville de Boucherville. Fait que les deux villes qui sont juste apposées à côté me disent oui, on veut que tu développes, et le gouvernement du Québec également. Okay? Fait que moi, j'achète en me fiant à ce qu'ils me disent. Puis tout de suite après, les trois se sont mobilisés pour tout faire pour protéger. Moi, je venais de dépenser de l'argent, là, tu sais. Fait que l'histoire, c'est qu'avec le Desjardins, j'avais une balance de vente d'un an. La balance de vente arrive à échéance. Le gouvernement décide de mettre une réserve. Une réserve, c'est qu'il gèle ton terrain puis tu n'as pas le droit de rien faire. Donc, tu es pris avec ton... Tu continues à payer des taxes. Catastrophe, tu continues à payer de l'intérêt, mais tu ne peux pas rien faire avec. Puis c'est dommage parce qu'aussitôt que les journalistes ont annoncé la nouvelle que j'avais acheté ce terrain-là, j'ai eu beaucoup d'offres, dont une offre du gouvernement du Québec, qui était la Caisse de dépôt, qui m'a offert 128 millions avec le groupe Cholette. Moi, je venais de payer 6, là, puis j'avais une offre de 128, parce que c'est ça que ça valait, 128 millions. Là, ça valait pas en bas de ça. Moi, je l'avais payé pas mal moins cher que ce que ça valait, puis je le savais, là, j'avais un deal de feu. Là. Fait que, moi, je me voyais déjà là, en vacances sur mon yacht et tout, là, après la vente. Puis finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Le gouvernement a dit à la Caisse de dépôt de se retirer de l'achat, a mis une réserve pendant 4 ans sur le terrain. Puis ils m'ont envoyé 3 départements chez moi, département de la TPS-TVQ, la DAS, puis l'impôt. Puis ils ont tous vérifié mes compagnies, toutes mes affaires. Puis là, ils se sont rendus compte que j'avais plus d'argent parce que j'avais tout mis mon argent pour acheter le 3 millions de l'échelon. Fait qu'eux, ils n'ont pas négocié avec moi pendant 4 ans. Ils étaient sûrs que j'allais faire faillite parce qu'ils savaient que j'avais une hypothèque. J'avais pris une hypothèque d'un prêteur privé à 14 % par année. Fait que juste 14 % par année, plus les taxes, c'était 550 000 par année, il fallait que je paye. Puis je n'avais pas de revenus. D'intérêt? Oui. C'était 14 % d'intérêt fois 3 millions, donc 4,2, 420 000 d'intérêt plus 100 000 de taxes, 110 000 de taxes, fait que ça donnait 530. Ouais. Fait que le gouvernement savait que je ne passais pas à travers. Fait que c'est sûr, oui, évidemment. Pour eux, ils ne négociaient pas du tout. Là. Ils disaient dans les médias que oui, on négociait avec M. Poirier, mais c'était pas vrai. Là. Toi, as-tu fait des sorties médiatiques de ton bord aussi? Oui. Là, je leur disais aux médias, non, il n'y a aucune négociation, ils ne me rappellent pas, j'ai pas de nouvelles, pas rien. Avais-tu des enfants à ce moment-là? Oui, j'avais un enfant qui était Benjamin, qui avait 2007, il avait 3 ans à peu près. Ouais, 3 ans.
Fait que, ça a été vraiment tough. Comment j'ai fait pour m'en sortir pendant 4 ans et demi de temps que ça a duré? Ben, j'ai fait des flips. Bon, les premiers flips, je faisais des flips d'offres d'achat. Je faisais des tonnes d'offres d'achat sur n'importe quoi. Puis j'essayais de flipper mes offres d'achat quand il y en avait qui disaient oui aux offres. Fait que bien évidemment, c'était des offres ridicules la plupart du temps. Mais une fois de temps en temps, quand tu en fais 50, il y en a une qui fonctionne. Fait que là, mettons, tu en as une, tu t'en vas, tu demandes à des amis s'ils veulent te racheter. S'ils te donnent 20 000 de plus, 30 000 de plus. Fait que je flippais des offres d'achat. Après ça, quand j'ai eu un petit peu plus d'argent, un petit peu plus de liquidité, ben, j'achetais, mettons, une maison avec un grand terrain, puis je séparais le terrain de la maison, je flippais le terrain, je flippais la maison à quelqu'un d'autre, puis je faisais un peu plus d'argent. Là, après ça, j'ai fait à Montréal surtout, là, à Montréal, il y a une loi que tu n'as pas le droit de faire des condos avec des triplex, par exemple. Ben, moi, j'achetais, mettons, 2 triplex collés qui étaient sur le même lot. Je séparais le lot. Fait que ça faisait 2 triplex au lieu d'avoir un 6 logements. Parce que plus ton nombre de logements est petit, plus ça vaut cher du logement. Okay? Si tu achètes un 30 logements, c'est peut-être 100 000 du logement, mais si tu achètes un 10 triplex, ben chaque triplex vaut peut-être 200 000 du logement. Okay? Parce que tu as plus d'acheteurs qui ont la capacité d'acheter tes unités. C'est plus facile de vendre des triplex qu'un 30 logements, par exemple. Okay? Fait que c'est un peu ce principe-là que j'ai appris rapidement. C'est un peu... achète en gros, revend en plus petit, ça vaut plus cher en plus petit. C'est le principe de base. On est de retour au magasin d'informatique. Exact. J'ai appris ça dans le magasin d'informatique, ça c'est clair. Parce que j'ai devenu distributeur en magasin informatique. J'avais tellement une capacité d'achat à cause de mes différents magasins que j'ai commencé à acheter en gros puis revendre en gros à d'autres magasins. Fait que j'ai fait un peu la même chose, le même concept. Fait que j'achetais, puis mon meilleur scénario que je dis souvent, c'est que sur Christophe Colomb, j'ai acheté comme 2 triplex en avant, 2 duplex en arrière sur un même lot. Puis je les ai séparés en 4, en 5 parce qu'il y avait une cour, c'était une copropriété horizontale pour la cour qu'il y avait dans le milieu des 4. Puis tu vois, j'ai payé 1,4 million, puis j'ai revendu 6 mois plus tard 2,4 millions. Wow! Ouais, super rapidement, puis ça s'est vendu super bien. Mais je les ai juste séparés, là. J'ai pas fait de miracle, j'ai pas rénové, j'ai pas rien fait, là. J'ai juste pris ça, je les ai séparés. Puis au lieu de... Parce que sur la Rive-Sud, il y en a qui font, mettons, ils achètent un 8 logements, ils le séparent en 8 condos, puis ils revendent ça. Mais à Montréal, tu ne peux pas faire ça. Mais tu as le droit de prendre deux triplex collés, qui est un 6, tu le sépares, ça devient 2 triplex, puis ça fonctionne. Là. Mais Luc, t'en parles froidement de cette histoire-là. Moi, j'essaie de m'imaginer ton stress à ce moment-là, parce que là, tu négocies avec les différents paliers gouvernementaux à ce moment-là. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu continues de payer dans le beurre, tu as un enfant, tu continues de faire des flips. Je sais pas comment tu fais pour te lever le matin à ce moment-là et avoir des idées. Là. C'est quoi, tu penses, ta force? Tu es invincible? Ben, le stress, pour ceux qui me connaissent, qui me côtoient, là, ils ne comprennent pas non plus. Là. Je suis pas trop stressé dans rien. Là. C'est une force que j'ai, j'imagine, là, mais j'ai toujours été comme ça, là, même quand j'avais 14 ans. Tu sais, parce que c'était pas facile. Tu as 14 ans, là, tu t'en vas dans des foires de collectionneurs. Tu es le seul en bas de 55 ans. Il n'y a personne d'autre. Tu négocies avec des bonhommes. Là. Ben oui, ils ont tous les cheveux gris ou blancs. Là, parce que les gens qui faisaient ça, ben, c'était des retraités pour la plupart. Mettons, il y avait une job à Hydro-Québec, là, ils arrivaient à 58, 60, prennent leur retraite, puis ils font ça comme passe-temps. La plupart faisaient ça comme passe-temps et non comme pour faire des sous comme moi. Là. Moi, j'en ai développé une business parce que j'ai compris rapidement ce qu'eux n'ont pas compris. Fait que c'est ça la différence. À chaque fois, moi, que j'ai fait quelque chose, souvent, je le fais différemment des autres. Peu de temps après, j'ai vendu des casquettes, des chandails d'équipes de sport américaines, donc basket, baseball, football. Puis je les importais de New York, je les revendais ici à des marchés aux puces, à des magasins. Je faisais le tour des centres d'achat de la Rive-Sud. Puis j'étais distributeur de marchandises comme ça. Mais pourquoi j'ai commencé ça avant tout le monde? C'est parce que je voyais que les vedettes moi, j'écoutais le rap là, à l'époque, le gros rap, là, comme Eazy, puis Dr. Dre, tout ça. Là. Mais ils s'habillaient avec, je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, mais ils s'habillaient avec des codes de 49ers dans leurs vidéos. À l'époque, c'était toutes des vidéos. Là. Ils se faisaient connaître à Musique Plus puis ces choses-là. Là. Fait que, il y avait toutes des vidéos avec des casquettes des Red Sox ou des 49ers, des Raiders. Parce que le rap venait surtout de New York puis de la Californie. Fait que c'était toutes des
des trucs dans casquettes, tout ça. Puis moi, je voyais que ça s'en venait, les jeunes écoutaient du rap, donc inévitablement, ça s'en venait ici. Fait que j'ai commencé à importer de ça, puis ça a super bien été. Là. Fait que dès un jeune âge, tu avais un œil pour les opportunités qui Ouais, étaient mais assez faut aiguisées. voir. Tu sais, j'ai écrit un livre qui s'appelle Courage, Vision, Passion. Ben, tu sais, courage, c'est un peu qu'est-ce qui me décrit, exemple, avec l'île Charon. Il n'y a rien de facile en business, là, puis ce mot-là est important parce que ça a l'air facile de l'extérieur. Tu sais, on voit des gens comme moi ou d'autres qui ont réussi, mais ça n'a pas été facile. C'est pas encore facile. Tu sais, actuellement, là, la liquidité est difficile actuellement. Fait que, il y a des mois moins faciles que d'autres. Tu sais. Fait que, il y a ça. Après ça, ta vision, ben ce mot-là veut dire faire différent des autres, voir aussi les tendances. Tu sais, quand j'étais jeune, à peu près à 16 ans, ben, je voulais ouvrir des résidences de personnes âgées. Écoute, dans ce temps-là, personne ne connaissait ça. Là. Puis Tu moi, voulais ouvrir des résidences de personnes âgées à Oui, 16 je ans? savais que, ben, parce que j'avais des cours de macroéconomie. Là. Macroéconomie, écoute, ça, c'est vraiment bon. Là. Je dis à tout le monde de comprendre la macroéconomie. La macroéconomie, c'est les grandes tendances économiques. Fait que les taux de chômage, par exemple, tu passes de 8 à 3 mais c'est quoi que ça fait dans le marché réellement, sur l'économie, sur les choses? Mais tu sais, les résidences de personnes âgées, c'était facile, même en 93 à peu près, de savoir les statistiques qui allaient manquer de place pour les mettre en résidence. Comment je pourrais dire? C'est que le taux de natalité au Québec, et contrairement à la plupart des pays mondiaux, sauf le Japon est un peu comme le Québec, le taux de natalité, d'habitude, c'est comme ça. Les plus jeunes en bas, puis plus tu t'en vas, les plus vieux en haut. Nous, on est une pyramide inversée. On n'a pas beaucoup de jeunes, puis beaucoup de vieux. Okay? Puis, on le sait, là, le problème en ce moment, les baby booms, c'est un peu ça. Là. Il manque de gens pour travailler. Le coût de santé au Québec est énorme parce qu'on a beaucoup de gens plus vieux qui ont besoin de soins et pas assez de jeunes qui payent pour tout ça. Et ma génération fait moins d'enfants aussi? Oui, exactement. Fait qu'on est obligé d'aller chercher avec l'immigration. C'est pas mal la seule solution là, qu'on voit, c'est ça, parce qu'on fait plus assez d'enfants. Fait que, mais c'était facile en macroéconomie de voir ça, de voir les grandes tendances se dessiner. Tu sais, c'est facile de voir aussi que pourquoi que l'immobilier va toujours bien aller à Montréal plutôt qu'ailleurs au Québec, c'est parce que c'est l'immigration qui fait fonctionner l'immobilier depuis plusieurs années, là, depuis 10 ans. Là, c'est vraiment l'immigration. L'immigration s'en va où? S'en va majoritairement à 95 % à Montréal. Quand ils arrivent ici, ils ne vont pas en Gaspésie. Fait que c'est ça qui fait qu'il manque de logement. Le manque de logement là, est surtout à cause de l'immigration, tout simplement. Là. Fait qu'on ne construit pas assez par rapport au nombre d'immigrants qui arrivent au Québec. Là. Je trouve ça hallucinant qu'à cet âge-là, tu avais déjà des idées de grandeur comme ça. Luc, on est un peu serré dans le temps. Dernière question que je voulais te parler, parce que on parlait de toi un jeune âge, à 14 ans, tu avais la fougue, évidemment, tu avais des grands rêves parce que, bon, vous aviez un manque de ressources. Tes enfants aujourd'hui qui sont nés dans l'abondance, qui grandissent dans cette abondance-là, c'est quoi tes conseils pour un futur papa comme moi? Qu'est-ce que je devrais faire? En fait, quand les valeurs des parents sont terre à terre, premièrement, ça l'aide beaucoup. Là. Fait que souvent, les gens qui me rencontrent, ils disent « Ah, t'es tellement simple. » Ben, c'est important de garder cette simplicité-là, de se souvenir de où ce qu'on vient. Puis ça, c'est déjà un plus. Quand toi, tu montres l'exemple par l'exemple, c'est qu'est-ce qui est le mieux. Ensuite de ça, il ne faut pas tout leur donner parce que souvent, on voit là, les deuxième, troisième générations, ça ne fait souvent pas des bonnes choses. Okay? Il y a des histoires d'horreur que tout le monde connaît là, pour deuxième, troisième génération de gens qui ont réussi. Il faut vraiment leur montrer, comme par exemple, mettons, on va en voyage, mettons, à Cuba. On va peut-être aller voir des endroits défavorisés pour qu'ils voient que les gens n'ont pas tous des sous là, dans la vie. Un exemple que je dis souvent, c'est qu'on leur fait choisir, mettons, dans un magasin ou quelque chose, on leur fait choisir. Ils ne peuvent pas tout prendre ce qu'ils veulent. Par exemple, ma femme, elle va des fois au Dollarama pour leur donner comme une récompense. Mais là, moins parce qu'ils sont plus vieux, mais mettons qu'il y avait entre 5 ans et 8 ans. Puis, tu sais, je veux dire, à Dollarama, c'est $1 à peu près, là, chaque produit. Mais tu sais, elle leur fait choisir
une pièce seulement. Il faut que les enfants choisissent. Puis ma fille est correcte, là, elle est capable de trouver, de juste d'en choisir une, mais mon gars, il est tout le temps à 3 4 puis il ne sait jamais quoi prendre. Tu sais, je veux dire, c'est 3-4 $, là, tu sais, ce serait facile de dire, ben, prends-le tout, là, puis c'est tout, là. Mais on attend, puis des fois, c'est vraiment, vraiment long, puis on attend qu'ils choisissent vraiment. Fait que on lui montre que c'est pas, tout n'est pas, tu sais, c'est de l'argent, puis on leur fait payer souvent des trucs, là. Là, ils commencent à faire un peu de sous. Mettons, à Noël, ils reçoivent de l'argent, mettons, des grands-parents, mais on leur fait payer des choses, puis là, ils capotent parce que c'est cher, là, tu sais. Mettons, ils veulent aller au McDonald's. On a dit, mais non, c'est pas bon le McDo. On y a été, mettons, il y a 2 semaines. C'est une fois par 2 mois, mettons. Donc là, on leur fait payer. Mais tu sais, un trio Big Mac, je sais pas, c'est 15$, mais 15$ pour eux, ils voient comment ça coûte cher, là. Fait qu'ils prennent conscience de comment ça coûte, tu sais. Puis ma petite fille, elle économise super gros, mon gars un peu moins. On ne sait pas ce que ça va donner, mais tu vois, mon plus vieux, lui, il achète des triplex. Lui, il dépense rien. On lui a acheté, lui, j'ai acheté un auto, un petit auto, une Kia, pas un Kia, mais un Hyundai Kona. OK. Puis, il ne prend jamais son auto. C'est tout le temps l'auto des autres parce qu'il ne veut pas dépenser de gaz. Fait qu'il ne veut pas dépenser. Tout l'argent qu'il fait, il le met dans ses blocs ou pour acheter d'autres blocs. Bon, des fois, on rit de ça, là, mais c'est bien parce qu'il voit au futur, tu sais. Il pense à long terme plutôt que faire le party puis tout dépenser. Comme, des fois, ses amis vont au restaurant, ben lui, il va pas parce qu'il trouve que c'est une dépense pas nécessaire. Fait qu'il dépense pas pour ça. Fait que, mais c'est beau de voir ça parce que, veut pas, il se prive pour le futur comme moi j'ai fait quand j'étais jeune. Je me suis privé pour le futur, tu sais. Puis est-ce que tu connectes aussi avec peut-être des organismes de Montréal où ils peuvent voir un peu plus de pauvreté, ou les soupes du dimanche, je sais pas, je connais pas tout. Oui, mais sérieusement, je suis dans plein d'organismes là, pour aider. Là, écoute, plein, des handicapés, par exemple, les malentendants, les Poumons Québec aussi, l'Association pulmonaire du Québec. Donc, je suis dans toutes sortes d'organismes. Veux pas, ils me voient faire des Zooms avec eux. Ils viennent des fois dans des soirées, Gouverneur de l'Espoir ou d'autres. Fait que, il veut pas, il voit qu'on redonne beaucoup à la société. Fait que ça, c'est important. Puis, tu sais, à l'école aussi, là, tu sais, je donne dans les fondations de leur école. Tu sais, mon plus vieux a donné beaucoup quand il allait à Saint-Bruno. Ils vont au collège Jean de Lanney, là, à la Prairie. Puis, on est en discussion pour leur donner des terrains pour qu'ils puissent, parce que j'ai un terrain juste à côté, pour qu'ils puissent agrandir leur école. Donc, tu sais, ils savent là, que papa et maman redonnent beaucoup à la société. Là. Donc, ça aussi, ils le voient. Puis, je pense que leurs amis aussi leur disent. Fait que c'est bien. Je pense qu'il faut faire ça. Il faut montrer qu'il faut redonner aux gens qui en ont moins. Fait que les valeurs de partage, puis aussi, je trouve ça incroyable, la gestion de budget, déjà, c'est... Ben aussi, ils nous voient aller porter le linge. Hein? On va à Renaissance ou à des endroits comme ça. Ils font leur ménage, puis on va ensemble porter le linge. Puis des fois, c'est des patins à roues alignés qui ne font plus ou des trucs du genre. Puis ils viennent avec nous. Là. On va porter ça. Là. Luc, j'avais trouvé tes entrevues incroyables, mais je te trouve encore plus inspirant en personne. Merci 1000 fois pour ton temps. Merci de nous avoir fait visiter. Si on veut lire tes livres... Ben, il y a Voir grand, qui est vraiment ma biographie, qui se trouve un peu partout. J'ai fait en 2016, puis sérieusement, ça me représente beaucoup. Il va y avoir une suite éventuellement dans 3-4 ans de Voir grand. Donc, c'est vraiment ma biographie. L'autre, c'est Courage, Vision, Passion, que j'ai fait avec le renommé Jacques Lépine, qui est renommé au Québec d'avoir parti le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Puis, je l'ai fait avec lui. Ça parle surtout de l'immobilier. Donc, si des gens veulent faire l'immobilier, c'est ça. Puis sinon, ben, dans 2-3 ans, je vais sûrement en faire un autre livre. Là. On est en train d'y penser. Sur les médias sociaux, Facebook, ça semble être ta plateforme de prédilection. Oui, surtout Facebook, effectivement. Je suis là depuis le début, là, effectivement. Depuis le temps d'Occupation Double, quand ça a commencé? Oui, je suis sur Facebook depuis, ça fait 13 ans. Je sais pas si c'était à peu près en même temps. Parce que tu as été le millionnaire de Occupation. Ouais, en 2008. Tu as été publicisé comme ça, je me souviens dans le temps. Oui, 2008. C'est un peu grâce à ça que j'ai fini avec ma femme, parce que vite, une histoire vite. Je l'avais rencontrée 1 an et demi avant, mais
Elle avait un chum, un copain, puis quand je l'ai cruisé pendant 1 an et demi de temps, parce qu'au premier regard, je savais qu'un jour, j'allais la marier. C'est incroyable. Puis, ouais, elle s'est levée, c'est à l'ouverture de mon restaurant, c'est le 6 juillet 2006. Puis, elle s'est levée à sa table, parce qu'elle fêtait sa fête. Puis c'était la journée d'ouverture, la soirée d'ouverture. Puis elle s'est levée, puis je l'ai regardée de loin. Je dis, elle, je la connais pas, mais je vais la marier. Wow! Je suis tombé fou amoureux de son sourire. C'est son sourire qui m'a fait wow. Puis j'ai essayé pendant 1 an et demi de temps. Elle ne voulait rien savoir. Puis qu'est-ce que je savais pas, c'est que les derniers 3-4 mois, elle avait laissé son copain, mais elle ne voulait pas me le dire. Elle voulait passer un moment seul, puis pas avoir de copain et tout. Puis j'ai été à occupation double. Puis là, ben, elle a eu de la pression de sa meilleure amie en disant, ben écoute, peut-être tu devrais laisser une chance. Il a l'air gentil, parce qu'elle m'avait vu à la télé. Là, elle dit, ben, il a l'air vraiment gentil, tu devrais. Puis c'est comme ça qu'elle m'a rappelé après ma sortie. Puis on est ensemble depuis ce temps-là. Puis 2 enfants plus tard. Puis on est mariés depuis. Ça fait longtemps. En 2010, je me suis marié avec. Je vois encore les yeux briller, c'est magnifique. Fait que merci TVA. Hein? Oui, tout à fait. Luc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci 1000 fois. Merci.